Pour avoir plus de contenu, Sur les finances et l'éducation patrimoniale, abonnez-vous à la chaîne. Plan P. On enchaîne sur les ETF, donc on va pas représenter Johan Lopez, mais en tout cas je peux dire qu'on a eu des retours sur YouTube et sur le chat. Les gens trouvaient ça hyper intéressant et c'est bien ce que je pensais. Ils nous ont dit qu'il faudra qu'on fasse une session de niveau 2 pour creuser encore plus le sujet, parce qu'ils trouvaient que cette première session était top et ils ont hâte d'en connaître beaucoup plus. En tout cas, merci pour ce retour. Et on accueille Alexandre Baradez de chez IG. Qui va aujourd'hui être le binôme avec Johan Lopez, parce qu'on vous le redit, Richard devait être présent avec nous aujourd'hui et il a eu un heureux événement hier, on le félicite. Et la maman aussi, du coup. Ah oui, à la maman. J'ai jamais Toujours. je suis pas bien. Et donc du coup le but aujourd'hui, c'est pendant cette heure qui va arriver, on a parlé tout à l'heure de types de ETF qu'il pouvait y avoir. Là, l'idée, ça va être de faire peut-être pas un match, mais échanger sur ETF thématiques ou géographiques et avoir votre vision des choses. Il y a une petite présentation. Je sais que Richard avait pas mal bossé dessus, vous aussi. Après, on peut aussi se faire en question-réponse. Si à un moment donné, vous vous dites... on a échangé sur ce que c'était les thématiques géographiques et on y va. Oui, avec plaisir les questions. Ouais. Puis n'hésitez pas à poser des questions effectivement sur le chat, qu'on puisse les voir en direct éventuellement. C'est ça. Et pouvoir y répondre. Avec plaisir, beaucoup de questions s'il y en a, c'est parfait. Des cas pratiques. Non mais oui, c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'ETF avant, mais là l'idée c'était vraiment de zoomer encore un peu plus sur pourquoi choisir du thématique versus du géographique. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce que c'est mieux d'en choisir un versus un autre? Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de répondre à ces questions. On n'aura pas, je pense, 100% des réponses parce qu'on n'a que 50 minutes. Je sais pas, 55 ou 50? Si tu débordes, tu débordes. Pas de, Okay. On vous laisse. On se dit max, allez, 11h, faut qu'on arrête. 10h55, ça serait parfait. Ok. Parfait, ouais. Donc l'idée, c'est d'aller creuser un peu tout ça. La première, le truc qu'on voulait rappeler rapido, c'est que on voulait refaire un petit tour rapide sur gestion active versus passive. Je pense que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Déjà, effectivement, pour les gens qui ne connaissent pas forcément ces termes, la gestion active, ça a été auparavant, pendant des années, une décennie, une gestion qui était réservée aux professionnels, en fait. On confiait ses fonds, on allait voir des gens, des sociétés de gestion, qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. On confiait les fonds et le gérant faisait des arbitrages en fonction de l'actualité, en fonction des flux, en fonction de... Arbitrage, tu peux juste... En gros, vous lui confiez par exemple 100 000 euros à gérer, mais vous dites voilà, je veux gérer ça avec les meilleures performances, mais il allait allouer une partie, donc mettre une partie sur l'obligataire d'entreprise, l'obligataire d'État par exemple, une partie sur les actions américaines, actions européennes, une partie sur les émergents, puis là-dedans il pouvait mettre aussi un petit peu de matière première. Donc ça c'est la gestion active pour laquelle habituellement vous payez des frais, ça varie, mais c'est généralement de l'ordre de 2%. Ça, c'est un peu revu à la baisse. Maintenant on va parler avec la concurrence effectivement des ETF qui est arrivée plein pot depuis quelques années. Mais la gestion active, c'était ça. C'était auparavant réservé aux gérants. Et puis, l'autre gestion active, c'est celle que font aussi les particuliers eux-mêmes. C'est-à-dire que les particuliers choisissent aussi. Et les deux ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, on peut avoir une poche de gestion passive et une poche de gestion active où là, on choisit ses actions, on fait du stock picking. On dit, voilà, je vais prendre telle action française, telle action américaine, telle action asiatique et je vais construire mon portefeuille. La grosse différence de deux modes de gestion, c'est effectivement les frais. Et c'est pour ça qu'on a un tel avènement des ETF depuis quelques années. C'est que les ETF, effectivement, et en plus, il y a une concurrence désormais entre émetteurs d'ETF. C'est plus seulement concurrence ETF versus les gestions actives. C'est que les émetteurs d'ETF, entre eux, les BlackRock, Amundi ou autres, se livrent une concurrence. Et du coup, ça tire les frais à la baisse. Et on trouve de très bons ETF aujourd'hui qui répliquent parfaitement les indices à 0,2, 0,15% de frais parfois. Ça peut aller jusqu'à des 0,5, des 0,6. Ça sont des choses un peu plus effectivement thématiques, on va en parler. Là où la gestion, effectivement, sous mandat, finalement, la gestion active a des frais de l'ordre en moyenne entre 1 et 2%. Et c'est quoi du coup l'avantage selon toi, actif versus passif? La gestion active, pour moi, elle est quand même réservée à des gens qui s'intéressent au marché, qui ont le temps de s'y intéresser, qui ont le temps de suivre aussi les gros sujets. On sait que par exemple, les banques centrales, ça fait bouger les marchés. On sait que la géopolitique, on est bien placé pour le voir depuis quelques semaines, ça fait bouger les marchés. Et donc, selon moi, c'est quand même réservé à des gens qui ont un intérêt pour ça, un intérêt à suivre l'actu macro et micro, c'est-à-dire les publications d'entreprise, toute l'actu macro, l'actu géopolitique. Et voilà, donc on ne peut pas dire que l'un est forcément
mieux que l'autre, mais si on fait la gestion active, il faut consacrer du temps. Dire je vais m'improviser trader du jour au lendemain et choisir les bonnes valeurs sans rien connaître, on est sûr de rater ça, donc il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la compétence aussi. Excusez. Il faut arriver à se former sur peut-être un peu d'analyse technique, sur des termes, sur des manières de faire. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde parce que s'il y a des métiers qui existent dans ce domaine-là, des diplômes, etc., ça veut dire que il y a... C'est un boulot à part entière. Il y a une vraie compétence, c'est un vrai travail, c'est un vrai travail existentiel et il faut pas, on peut pas, je pense, s'improviser trader en 2 semaines, quoi. Et puis c'est vrai que les gestions actives aussi, il y a la question quand vous confiez au fonds un pro. Alors on sait que les performances, on va peut-être après sur les slides des gestions actives, c'est rare finalement les fonds actifs qui surperforment les benchmarks, mais vous pouvez aussi avoir des fonds actifs qui sont très bien gérés, qui permettent de limiter la casse dans certaines phases de marché où le gérant va savoir que s'il y a de la volatilité, il va inclure certains types de secteurs, des utilities, donc tout ce qui est services de collectivité, où on sait que généralement ces secteurs-là encaissent beaucoup mieux les phases de stress de marché, par exemple. Ouais. Bon, on va pas y passer des heures, mais je vais juste rappeler qu'est-ce qu'un ETF pour les gens qui n'étaient pas là juste avant. Mais oui, en gros, un ETF, c'est, moi, ma définition, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une coquille dans laquelle on peut mettre plein de trucs, un panier d'actions, ça peut être un panier d'obligations, et donc l'idée, c'est plutôt que d'acheter 40 actions du CAC 40, par exemple, j'achète un ETF CAC 40 et instantanément pour, je sais pas, il y a des ETF CAC 40 qui doivent être peut-être à une quinzaine d'euros, j'achète une petite partie de toutes ces entreprises pondérées à leur taille et c'est hyper avantageux parce que si on prend juste l'action Hermès, je crois qu'elle est à combien, 4000 € l'action Hermès. Elle a pour tomber, mais elle reste, ça reste très cher. C'est dans ces plusieurs milliers d'euros. Donc si on voulait acheter chaque action du CAC, ça pourrait vite être compliqué. Ça permet de diminuer les frais. Ça permet d'investir dans des géographies ou des thématiques. Ça, on va creuser, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et voilà, quoi. Donc en gros, on peut répliquer des indices, on peut répliquer des thématiques IA, robotique, etc. Donc c'est assez... c'est très, 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 très vaste. Et ce que je voulais aussi remettre une couche dessus, tu as parlé des frais, mais en vrai, c'est extrêmement important, ces frais-là. Donc ça, c'est une slide que j'ai partagée qui était juste avant dans le ETF pour les débutants, mais je le remets ici parce que c'est important. Les frais, c'est vraiment l'effet boule de neige, les intérêts composés, mais à l'envers. Donc ça paraît très peu... 1%, 1,2%, mais sur 30 ans, ça peut être juste gigantesque. C'est juste énorme. Et donc là, je prenais un exemple de 100 000 € investis dans équivalent S&P 500, donc autour de 10% par an. En fait, 1,2% de frais de différence, ça vous fait 531 000 € de différence de frais payés. Donc si vous êtes avec des frais à 0,2%, vous allez payer seulement 100 000 € de frais sur 30 ans. Par contre, avec 1,5% de frais, là, vous êtes à 632 000 €. Donc, vous pouvez vous acheter une maison, quoi. Ou plusieurs maisons selon les régions. Ou un studio si vous êtes à Paris. Il y a Charles Lecomte, on parlait de Saint-Etienne, plusieurs maisons. Donc voilà, faites vraiment hyper gaffe aux frais. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec les ETF. Ça, on va pas s'y étaler là-dessus, mais... sur la partie choix, il y en a vraiment des centaines, des milliers même d'ETF, donc on est vite perdu. On a l'impression que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on entend parler IA, on entend parler robotique, on a l'impression qu'il y a des opportunités partout, on entend parler énergie, on se dit, allez, il faut que j'aille là-dedans. Donc, en fait, on se retrouve souvent bloqué. Moi, il y a beaucoup de lecteurs qui lisent Snowball qui me disent, mais en fait, je sais pas, il y a trop de trucs, je sais pas quoi faire, je suis bloqué... Est-ce que tu as des stats d'ailleurs là-dessus sur le nombre d'ETF peut-être créés depuis qu'on en parle de manière j'ai pas les stats, mais il y en a quotidienne et démocratisée, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'ETF qui ont été créés là sur les dernières années. Oui, c'est gigantesque. C'est ce que je disais, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que j'avais vu une stat comme quoi aujourd'hui il y a plus d'ETF listés que d'actions. Alors, je ne sais pas si c'est que aux États-Unis ou dans le monde, mais oui, il y a clairement une explosion. Et plutôt, c'est bien. Mais... Ouais, c'est très bien, mais ça, c'est un marché même qui grossit. On peut donner quelques chiffres sur la taille du marché des ETF, par exemple. Le marché global mondial, tout ETF confondu, c'est 21 000 milliards de dollars. Donc, dit comme ça, c'est énorme.
Et à la fois, si on regarde par exemple le SP500, plus gros indice américain et plus gros indice mondial, c'est 62 000 milliards de dollars. Donc tout le marché d'ETF, tout compris, obligataire, thématique, géographique, tout ce que vous voulez, 21 000 milliards. Le SP500 à lui seul, 62 000 milliards de dollars. Hein, donc c'est absolument gigantesque. Là où un CAC, ça fait du 2 000, 3 000 milliards de dollars à peu près. Et pour compléter ce que tu disais, Johan, c'est vrai que ce qui est intéressant avec les ETF, on a une image aussi qui parfois est un peu fausse, c'est qu'on a l'impression que l'ETF, c'est finalement fait pour des gens qui sont des produits un peu globaux, pour des gens qui n'ont pas forcément la technicité. Et ça, c'est aussi une erreur. Ceux qui sont techniques, mais qui veulent des ETF techniques, ils en trouvent sans aucun problème. On peut trouver des ETF, par exemple, sur des segments obligataires d'entreprise, spécifiques de telle maturité à telle maturité, sur du investment grade, à des très bonnes qualités. On peut aussi avoir des ETF sur de l'obligataire, on appelle le high yield, c'est un peu junk, mais des très gros rendements avec un risque associé. En fait, ceux qui veulent faire de la gestion précise d'ETF, ils peuvent en trouver sans aucun problème. Il y a des ETF couverts de devises, donc voilà, c'est pas seulement un produit, on va dire, très très grand public. Il y a pour le grand public, et heureusement, parce que c'est vraiment fait pour ça. Mais pour ceux qui sont plus pointus, plus techniques, il y a tout type d'ETF, même des ETF qui permettent de shorter le marché. Enfin voilà, il y a absolument tout en termes d'offres. Ouais, non, c'est pour ça qu'on peut vite s'y perdre. Ouais. On peut très vite s'y perdre. Et du coup, on va expliquer rapidement, encore une fois, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, mais ceux qui étaient là, désolé, il va y avoir un peu des redites parfois, mais on n'avait pas trop le choix. Et puis des fois, c'est bien de matraquer les choses. Hein, ça permet, je crois on que les explique autrement. Il y a d'autres nouveaux intervenants, donc c'est cool. C'est ça. C'est 3 fois, non? On dit qu'il faut répéter un truc pour que ça rentre. Donc peut-être c'est quoi? On va recréer une session. C'est quoi le sujet après de la prochaine session? Allocation. Donc oui, les critères essentiels à regarder, c'est l'indice, c'est ce qu'on disait, ou la thématique. Donc est-ce que je veux investir dans le S&P 500, dans le MSCI World, dans de l'obligataire, dans du CAC 40. Donc voilà, regardez cette partie-là. Les frais, je l'ai dit que c'était extrêmement important. Donc donner un ordre de grandeur, mais en général, si vous êtes entre 0,1 et 0,4, 0,5, on va dire, sur les principaux ETF, c'est pas mal. Idéalement, trouver entre 0,1 et 0,2, quoi. Si vous êtes sur des indices classiques. Après, comme tu disais, si on est sur des trucs plutôt niches, là, les frais augmentent parce qu'il y a plus de boulot de la part du fonds, donc c'est normal, c'est justifié. Mais voilà, faites très attention à ça. La taille, on l'a expliqué tout à l'heure, il y avait une notion de liquidité. Plus un fonds, plus un ETF est gros, plus la liquidité est élevée, plus le spread est faible. Le spread, en fait, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est assez simple. En fait, c'est en gros, vous me dites si je me trompe, mais c'est un peu comme si je disais j'achète cette tasse de café 5 € et je la revends 6 € derrière, quoi. Donc c'est cette différence-là, les 1 €, c'est la marge, quoi, en gros. Et donc, en gros, les courtiers ou même les fonds prennent un spread en général là-dessus, quoi. C'est des frais un peu cachés parce que souvent on les sent pas, mais il faut faire attention, ils sont là, quoi. Ensuite, du coup, l'émetteur. Là, ça peut être, est-ce que c'est BlackRock, est-ce que c'est Amundi, donc il y a un peu le côté, réputation. Voilà, moi je regarde pas forcément. Oui, c'est l'institution, quoi, mais ça veut pas forcément dire. C'est mauvais, oui. Ça présage pas de la qualité non plus. Non. Forcément, il peut y avoir des heures de gestion même sur des belles maisons, quoi. Ah oui, clairement, oui. Et puis voilà, c'est pas parce que c'est BlackRock que c'est forcément bien, tout comme c'est pas parce que c'est Nike que les chaussures sont bien, quoi. Ouais, exactement. Il peut y avoir des déchets dedans, etc., quoi. Le tracking error, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait le suivi, à quel point le fonds arrive à suivre l'indice ou la thématique. Plus il est faible et mieux c'est, parce que du coup ça veut dire qu'il n'y aura pas trop de différence entre la réalité et ce qui se passe dans mon ETF. Et ensuite la devise. La devise, c'est vrai qu'on en parle peu, mais une personne qui a investi dans du MSCI World l'année dernière en dollars, ça a fait mal, quoi. Et encore, on en parle un peu plus parce qu'il y a l'euro par rapport au dollar, il y a eu quand même un petit écart qui s'est creusé. Parce que la devise, c'est quand même important. Ouais. Et ouais. Alors ça, c'est un sujet effectivement très important, mais qui est beaucoup plus important pour ceux qui se disent je vais aller sur un ETF pour 2-3 ans. Ce qui vraiment n'est pas le cas d'un ETF. On est censé garder ça pour plusieurs années pour la retraite, selon l'âge qu'on a. Mais parce que les études montrent que sur le long terme, l'effet devise compte beaucoup moins. C'est-à-dire qu'un ETF qui est gardé 10 ou 15 ans, il y a des phases où effectivement le dollar va baisser, des phases où le dollar va grimper. Et voilà qu'in fine, on est quand même si on regarde l'euro par rapport au dollar, il y a eu des très grosses hausses dans l'histoire. On était monté à 1,60, on est retombé sous la parité à un moment donné. Ouais. Mais si on lisse tout ça, on a un cours moyen de l'euro-dollar qui finalement n'a pas beaucoup bougé de quasiment de la parité. Donc c'est vrai que le message, et c'est ça qui fait que le ETF est aussi un produit parfait
parfait pour les gens qui veulent investir à long terme et pour éviter le bruit de marché, c'est que le change à long terme, effectivement, est beaucoup moins problématique que quelqu'un qui veut effectivement rentrer sur 1 ou 2 ans, où là, effectivement, si l'euro perd 15%, l'effet est immédiat et ça peut faire très mal sur l'ETF, compenser, voire suivre le marché. Et je pense que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il faut, pour moi, penser à sécuriser aussi plus on approche, notamment penser par un objectif d'ETF pour la retraite. Admettons, moi, par exemple, j'ai 33 ans. J'investis, je pars du principe que je vais investir sur 25 ans jusqu'à ma retraite, grosso modo. En fait, au fur et à mesure de la proximité finalement du départ à la retraite, il faut aussi sécuriser sur les classes d'actifs sur lesquelles on va venir investir, parce que ce taux de change aujourd'hui, moi j'ai pas de souci par exemple avec ça. Mais s'il faut effectivement, au moment où je veux partir à la retraite et je veux retirer mes fonds, ou en tout cas tout parti, parce que j'ai un projet X ou Y et que j'en ai besoin, si on est dans un contexte de marché où il y a un écart assez colossal entre par exemple l'euro et le dollar, mais il y a un monde dans lequel je suis perdant. Alors que si j'ai sécurisé un peu là-dessus, au fur et à mesure, finalement, je ne suis pas trop exposé à ça, quoi. Et c'est vrai que après, les émetteurs d'ETF ont aussi compris que pour certains investisseurs, ça peut être une problématique. Donc, ce qu'ils font, ils offrent aujourd'hui des ETF hedgés. On a passé à hedgés, c'est-à-dire vous avez une couverture, mais attention, comme toujours, la couverture, on a toujours l'impression que c'est le mot magique, je suis couvert, etc. La couverture a un prix. Ça veut dire que, effectivement, si l'année, alors il faut trouver des cas particuliers précis pour voir combien ça coûte, mais ça érode la performance, en fait. Si effectivement l'ETF non couvert perdait 15%, enfin la variation de devise était 15%, avec la couverture, peut-être que vous n'auriez une variation de que de 5%. Donc, ça va quand même couvrir une partie, mais en contrepartie d'un coût. Ça, c'est sûr. D'un coup. Et c'est pour ça qu'il faut garder en tête vraiment, je pense, la protection de son capital au fur et à mesure de l'avancée de son projet et de la réduction du temps, en fait. Exactement. Si on enchaîne sur les ETF, donc on va commencer par les géographiques. Donc les fameux ETF géographiques, c'est facile. Il y en a. Enfin, c'est facile. Le nom parle plutôt bien. Voilà, on a ETF Monde. Mais quand on creuse, on a le fameux MSCI World, on en a parlé tout à l'heure, c'est une exposition globale, mais qui est très centrée quand même sur les États-Unis. On parlait de 70% d'exposition aux États-Unis. Donc, monde, certes, mais quand même très focalisé sur les US. On a des ETF S&P 500, Nasdaq, qui sont donc du coup sur les marchés américains. Là, on a des ETF, on a le Russell 2000, pareil, sur plutôt des small cap, medium plutôt. Medium ou small? Mid-small, ouais, c'est ça. On a des ETF européens, le stock 600, donc l'équivalent du S&P 500, mais en Europe. On a sur les pays émergents. Et sur les pays émergents, il y en a plusieurs avec des différents focus. On peut avoir des ETF focalisés Amérique latine, Asie du Sud-Est. Donc vraiment là, quand on parie sur un ETF géographique, c'est qu'on parie plutôt sur une économie, enfin une zone économique. Si vous pensez que l'Europe va repartir pour X raisons, vous pouvez parier sur l'Europe. Si vous pensez que les États-Unis vont rester la locomotive du monde, vous pourriez être sur du monde ou des États-Unis. Si vous croyez en l'émergence de l'Asie ou d'autres pays, les émergences, ça peut être intéressant. Donc là, on est sur des fondamentaux macro d'économie, quoi. Pour donner quelques chiffres qui peuvent être intéressants là-dessus, sur cette thématique des différents ETF. Par exemple, si on prend un MSCI World, on est exposé à plus de 80% de la market cap des marchés mondiaux. C'est-à-dire qu'un seul ETF vous donne une exposition à plus de 80% des actions qui cotent en termes de taille de poids de marché au niveau mondial. Donc c'est vrai qu'un ETF peut faire le job pour quelqu'un qui a vraiment envie d'être tranquille, d'avoir qu'une ligne. D'autres stats intéressantes, c'est que les ETF géographiques, tout à l'heure je vous disais que c'était 21 000 milliards la taille du marché des ETF global. Là-dedans, les ETF géographiques, c'est un peu plus de 19 000 milliards. Donc ce qui veut dire que les ETF thématiques, c'est une poche qui n'est pas gigantesque en fait, qui fait moins de 1000 milliards, ou à peine 1000 milliards. Donc c'est le plus gros reste quand même les ETF géographiques. Voilà. Parce que ça montre aussi que les investisseurs choisissent en fonction ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas idiot, de la vision du pays, dans le temps. Du pays, exactement. Ouais. Et si on prend le cas des émergents aussi, une stat à connaître, c'est que c'est un très très bon ETF, ça je le conseille. Quelqu'un qui veut s'exposer aux émergents mais qui ne connaît pas trop ou autre, il est très bien réparti. Vous avez en gros un quart qui est sur la Chine. Donc on est bien exposé à la Chine. Vous avez le Taïwan. Alors, ça, par contre, c'est un sujet un peu chaud sur la Chine, mais il y a tous les semi-conducteurs, etc. Donc c'est à peu près un quart de plus. Donc déjà, là-dedans, vous avez Chine. Voilà, donc quasiment la moitié qui est que sur la partie Chine et Taïwan. Il y a à peu près un peu moins de 20%, 15% sur l'Inde.
Donc on voit que c'est quand même un ETF qui est quand même très, très Asie quand même, les émergents, mais ça inclut après aussi un petit peu d'Amérique du Sud, un petit peu l'Amérique du Sud qui est un très bon thème d'ailleurs, depuis 2-3 ans ça avait vraiment cartonné, mais les émergents, c'est un super ETF parce qu'ils donnent vraiment, il porte bien son nom, même si la Chine a émergé depuis quelques temps, il y a d'autres pays qui sont vraiment en train de cartonner, notamment l'Amérique du Sud, plein de pays qui sont encore en grosse croissance, et voilà, c'est un très bon ETF de diversification celui-ci. Très bon à savoir. Si on passe aux avantages, j'ai sauté une slide parce qu'on en a parlé, il n'y avait pas forcément besoin, mais bon, les avantages clés des ETF géographiques, c'est que en fait, on n'est pas surexposé à un secteur en particulier. On disait, en fait, on n'est pas surexposé. Ça dépend aussi parce que certaines économies dépendent plutôt d'un secteur. Si on prend les États-Unis, la tech reste un vrai moteur. Donc, si on investit sur un S&P 500 et qu'on regarde la concentration, en fait, il y a beaucoup de tech là-dedans. Donc, c'est vrai et c'est pas forcément vrai à la fois. Mais voilà, en fait, on a une diversification large, ça, c'est sûr. La résilience dans le temps, en fait, si on parie sur une économie, en effet, c'est moins volatile que des tendances technologiques, par exemple, ou autres. Donc, en effet, c'est plus résilient, on va dire. C'est plus simple. On n'a pas besoin de parier, de se dire je vais parier sur tel ou tel secteur, de suivre les actus de tel ou tel secteur, etc. Et voilà, et on a des performances historiques en général qui sont un peu plus lissées et qui sont plus, moins volatiles. Donc volatiles, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est juste des variations de prix à la hausse ou à la baisse. Donc c'est un peu moins violent que des ETF thématiques. Encore une fois, on fait des généralités, c'est pas forcément vrai dans 100% des cas. Certains ETF géographiques, il y a eu des grosses variations parce que en fait c'est des économies un peu plus fragiles ou autres, ou alors il y a eu des choses qui se sont passées géopolitiques. La Chine, typiquement, c'est vrai que moi aujourd'hui je suis très bullish sur la Chine et je pense qu'il faut en avoir, mais c'est vrai que parce qu'il y a des soldes, voilà. C'est-à-dire qu'en fait on était post-Covid, on se souvient qu'il y a une espèce de bulle qui s'est créée sur tous les actifs. Alors tous les marchés avaient corrigé post-Covid, mais l'Europe s'est redressée, les États-Unis se sont redressés, mais la Chine est embarquée dans cette crise immobilière massive avec les consommateurs qui perdaient confiance et les marchés chinois sont effondrés. Et si vous prenez la tech chinoise à ce moment-là, elle a perdu 80% entre 2021 et 2023. La Chine, on s'en souvient pas forcément, mais ça a connu l'équivalent d'une bulle internet en fait en Chine, où vous retrouvez des valeurs comme Alibaba, JD.com, toutes les belles valeurs tech chinoises, vous les aviez parfois à moins de 10 fois les bénéfices anticipés. Là où la moyenne américaine, c'est du 30 fois les bénéfices. Ouais. Donc ce que tu disais, c'est ça, c'est que parfois quand il y a un sujet comme les subprimes aux États-Unis ou là la crise chinoise, c'était quand même une crise un peu systémique, effectivement, c'est là que la répartition, si on prend le truc monde par exemple, on est un peu plus couvert parce et juste pour terminer, pas faire trop long, mais sur la partie géographique, si on prend par exemple un ETF sur la France, ce sera forcément beaucoup de CAC, et le CAC est très bien diversifié. Il y a de l'industrie, de la pharma, il y a du luxe, il y a des banques. Donc, si on veut quelque chose de très... L'Europe, globalement, est très bien diversifiée. Un ETF sur le stock 600, par exemple, moi, c'est ce que je conseille. Si on veut de l'Europe, sans trop se casser la tête, on prend un stock 600 Europe, et vous avez toutes les plus belles valeurs européennes, italiennes, allemandes, espagnoles, et très bien diversifié. Donc, tous les pays d'Europe, et en plus sectoriellement. Donc, c'est un des meilleurs produits qui puisse exister pour être exposé sur l'Europe. Stock 600, ok. Niveau européen. Ouais. J'avais pas la vision de 19 000 milliards sur 21 000 qui sont en géographique. Donc que 2 000 milliards en thématique qu'on va voir après. Je trouve que du coup le ratio il est quand même important. Et tu as aussi, je pense, l'interdépendance des marchés, c'est-à-dire que le marché US il prend beaucoup de place, il est gros, mais il est quand même aussi un peu dépendant du marché chinois sur notamment la partie production. Sur certains systèmes électroniques, on en parle beaucoup, qui lui-même est dépendant finalement de l'énergie, qu'on va retrouver notamment un peu d'actualité avec l'Iran là-dessus, où du coup il y a et donc mécaniquement tu as un peu une interdépendance qui est en train de se créer là-dessus et qui peut apporter des frictions sur des valorisations, sur des bénéfices, j'imagine, projetés en tout cas, et donc mécaniquement sur l'investissement en tant que tel, in fine, pour l'investisseur comme... Alors ça qu'historiquement, il y a quand même plus de corrélation entre les marchés européens et américains. C'est que souvent qu'on voit quand les marchés américains tous, l'Europe s'en rime aussi toujours un petit peu. Et par contre, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même une décorrélation qui est assez forte, mais c'est vraiment lié à cette crise chinoise en fait. Entre la partie américaine et la partie chinoise. Tu pars une corrélation sur le prix par exemple, alors, pour prendre des iPhones, des Mac, tous les trucs un peu finalement ici et tech qu'on va retrouver pour le consommateur final, par rapport au coût de production qu'on va avoir et au coût des composantes qui sont liées au marché chinois, qui sont du coup mécaniquement plus chers par rapport à une friction qu'il y a eu là-dessus. C'est plutôt dans ce sens-là. Je vais passer directement à retenir. Dans le sens où je pense que tu disais, Alexandre, c'est que
pour un débutant, c'est bien d'être sur du 100% géographique, indice bien connu, parce que c'est simple à comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir 10 lignes, on ne fait pas un pari sur un secteur, on n'a pas besoin de suivre l'actualité. Pour un profil plutôt intermédiaire, c'est pas mal d'avoir un mix entre potentiellement du géographique et du thématique en satellite. Donc, ou même du stock picking, hein, c'est cool d'avoir. Pour les gens qui aiment bien ça, moi par exemple, j'aime bien faire mon stock picking parce que ouais, je trouve ça fun, quoi, tout simplement. Tout le monde ne trouve pas ça fun, mais voilà, d'avoir un mix ETF géographique et du satellite thématique, voire stock picking, ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, transition parfaite pour parler du thématique. Le thématique, je vais te laisser un peu la main là-dessus, mais sans forcément suivre les slides, mais on sait déjà à peu près ce que c'est. Oui, thématique, voilà, c'est comme on l'a dit, c'est des thèmes. Alors ça va être des. Il peut y avoir des thèmes, principalement, c'est des thèmes un peu d'actu, c'est-à-dire on va parler de l'eau, des thèmes terres rares, par exemple. D'ailleurs, l'eau, attends, quand tu investis dans un ETF eau, je me suis toujours posé la question, j'ai jamais trop creusé. Il y a quoi dedans ? C'est des sociétés. C'est des sociétés liées à l'eau. Ça peut être des infrastructures, par exemple des canalisations, ça peut être de l'assainissement, ça peut être de la désalinisation. C'est pas la matière première eau, quoi. Non, voilà, c'est tout ce qui est exploitation, un peu comme il y a souvent on comparait les valeurs minières par rapport à l'or, oui, mais parfois les minières font pas ce que fait l'or, parce que les coûts d'énergie, de production, etc., qui sont différents, mais c'est le même sujet, voilà, c'est la thématique. Oui, et en plus, qui est une thématique qui monte en puissance avec les data centers, les besoins en eau, etc., récurrents. Donc la thématique, c'est pas forcément c'est vrai que les émetteurs d'ETF sont quand même malins aussi, parce qu'il y a un peu de marketing derrière. Ils savent que s'ils font un ETF, quand c'est la bisbille entre les États-Unis et la Chine sur les terres rares, si tu sors un ETF à ce moment-là, parce que tu vois que le cours des terres rares est en train de prendre 20% par mois, il y a aussi un peu de marketing où il faut se méfier parfois. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, tous les thèmes sont présents en ETF. Tu peux avoir des thèmes sur la même sectoriel, sur la pharma, un ETF que sur les banques, un ETF ou un ETF sur l'uranium. Voilà, c'est ça en fait les thématiques. C'est on casse la partie géographique en fait. On peut avoir un ETF thématique qui va prendre, si on prend le cas de l'eau par exemple, dedans il y aura des boîtes américaines, des boîtes européennes, des boîtes chinoises. Donc ça permet quand même géographiquement d'avoir un petit peu tout. Ouais. Mais ça va être du coup le risque va être très focalisé sur un thème en particulier. Donc là-dessus, on en parlera après tout à l'heure un peu sur les allocations ou autres, mais attention quand même aux effets de mode. Se méfier un petit peu, c'est pas parce que voilà, tout le monde en parle qu'il faut y aller et se dire, et c'est là qu'effectivement on disait tout à l'heure, est-ce que c'est réservé à tout le monde ou pas, ça nécessite quand même de faire un peu de recherche sur les tendances de fond, sur les besoins futurs, sur voilà, sur une croyance. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est pas y aller. Forte, ouais. Une conviction forte. Après, ça arrive de plus en plus, moi, dans les clients que j'ai au cabinet, j'en ai de plus en plus, alors pas forcément l'eau, mais. T'en parles, si, mais l'air. Tu peux avoir effectivement l'eau, tu peux avoir aussi le volet un peu social. C'est vrai. Beaucoup plus. Moi, ça revient vraiment davantage dans les clients que j'ai. Et les convictions, on se rend compte que c'est, je pense, quelque chose qui évolue, mais qui prend plus de place aujourd'hui dans l'investissement. Oui, tu as même les renouvelables, par exemple. C'est vrai qu'il y a une frontière, enfin, on parle thématique parce qu'on parle l'eau ou uranium, mais par exemple, tu as les valeurs renouvelables. C'est aussi un thème ou un secteur. On ne peut pas c'est un peu la même chose. Thème ou secteur, c'est vraiment différent de la partie géographique. Mais quand tu as les renouvelables, par exemple, on parle de la bulle qu'il y a eu post-Covid, les renouvelables ont complètement explosé post-Covid. Hein. Enfin, explosent d'abord à la hausse, et puis ensuite à la baisse, une espèce de crack comme ça sur toutes les valeurs. Les Vestas, tout ce qui est éolienne, tout ce qui est énergie renouvelable, batterie, ou trucs comme ça. Et depuis quelques mois, on voit que ça frémit un petit peu. Et typiquement la crise qu'on traverse avec l'Iran ou autre, c'est typiquement le genre de truc entre guillemets qu'il faut pour donner un petit coup de boost à ce genre de secteur. Donc sans faire de stratégie, mais je pense que quelqu'un qui aujourd'hui investit sur des renouvelables, un ETF, alors ils appellent ça New Energy, donc il y a différents thèmes, mais on trouve le nom comme ça, c'est bien diversifié, il y a 30-40 boîtes là-dedans, et c'est un thème, on sait qu'on y va. Trump il va être là pour 4 ans. Après Dario, il y aura quelqu'un un peu moins sur la question, un peu moins sur la partie fossile. Un peu plus, il faut essayer d'éviter ce côté un peu politique et se dire voilà, on sait qu'à long terme, il faudra qu'on ait des énergies décarbonées, etc. Donc, continuer d'investir sur des thématiques comme ça, énergie renouvelable, je trouve que c'est des sujets qui sont intéressants. Encore une fois, on revient sur la notion de temps. Ouais. De temps long, toujours pareil, on y retourne tout le temps, mais c'est quelque chose d'assez important parce que au-delà des thématiques, les contextes de marché, les cycles de marché, et puis finalement, historiquement parlant, si on a du temps long,
on est rentable sur les marchés financiers, de manière générale. C'est quoi? C'est 99% sur 30 ans Alors, positif ou... J'ai pas les stats, mais oui, je pense que t'es t'es quasiment à 100%. Et si t'es pas à 100%, je pense que tu sors dans un cycle de marché qui est vraiment pas bon, quoi. Oui, c'est ça, c'est pour ça que... Mais ouais, cette slide était pas mal, je l'ai trouvé intéressante sur un des risques du thématique qui est lié à la surexposition, parce qu'on voit que, en fait, si on investit dans ETF World ou du S&P 500, et qu'à côté on a un ETF intelligence artificielle, on va avoir un peu des doublons. Parce que en fait Nvidia, Microsoft, Apple, etc. représentent une énorme partie d'un ETF World et une énorme partie d'un ETF intelligence artificielle. Donc il va y avoir aussi des choses qui se recoupent et donc on a un focus du risque un peu plus élevé sur cette thématique-là qui est intégrée dans le MSCI World indirectement ou pas indirectement, elle est intégrée tout court, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Après, c'est tout à fait, si on a une conviction, c'est normal de se surexposer à un secteur. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut être conscient de ce risque, quoi, tout simplement. Ce que tu conseilles, c'est aussi de creuser les 2 ETF sur lesquels tu fais le géographique et le thématique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Et te rendre compte que peut-être il y a une boîte qui est identique dans les deux, qui a une grosse volumétrie, de dire attention, soyez vigilants quand même, quoi. Ouais. Et si on est OK avec ça, on est OK avec ça, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens d'éviter ça. C'est pour ça que ça ne doit pas être vu comme une grosse contrainte. Il faut le savoir. Ouais, mais c'est vrai que si on se dit, je prends un truc qui est IA, mais qui est par exemple pas les puces ou autres, il y a la partie infrastructure, mais il faut déjà s'y connaître. Se dire, je vais travailler la partie IA, mais tout ce qui est les câbles d'acheminement de l'énergie, tout ce qu'il faut pour construire les hangars, les data centers, les métaux. Avoir un peu de connaissances voilà, aussi. Et on en revient toujours à cette question de la connaissance. Et ça prend du temps en haut. Donc, mieux vaut, surtout dans ce cas de figure, on est parfois un peu surexposé, mais on est sûr au moins d'avoir dans la partie extérieure tout ce qui concerne le thème IA, que ce soit infrastructure, puces, énergie, etc. Ouais. Il faut comprendre, du coup, il faut arriver à comprendre finalement la thématique qu'on va venir aborder, comment elle fonctionne, de quoi elle est dépendante, de quoi elle a besoin finalement, comme tu dis, en infrastructure, en service ou autre, pour pouvoir derrière se dire, ok, il y a, par exemple dans le cas de l'IA, l'IA en tant que tel, c'est cool, mais finalement il y a tout un tas de choses connexes à côté, complémentaires, pour lesquelles on peut investir, et il y a de l'avenir parce que du coup c'est porté par l'IA. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça demande une vraie connaissance et un approfondissement finalement au-delà de marché, même c'est de culture sur la thématique. J'ai deux questions, pas deux questions. Il y a IG qui nous fait bonjour, donc on peut peut-être leur faire bonjour. Et aussi j'ai une question. Alors il vous remercie pour le travail et il demandait si on peut, que pensez-vous des ETF ISR? Est-il vraiment possible d'investir de manière le plus éthique possible? Ce qui est un thème des fois complexe. Je ne sais pas si vous avez un retour. C'est une bonne question parce qu'en plus je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se le posent en tant que tel, même en client. Moi, j'en ai eu des cas là-dessus. Je pense que le 100% green, c'est impossible. C'est un peu utopique. Il n'y a aucun ETF qui est 100% green quand tu regardes. Même il n'y a aucune entreprise, si je tire le trait, qui est 100% green, donc forcément ça se retrouve ça s'impacte dans les ETF. Donc il y a eu beaucoup de sujets de greenwashing, etc. dans cet univers-là. Donc on va dire que c'est mieux que rien pour beaucoup d'ETF. Est-ce que ça serait pas du coup un peu marketing? Oui, parce qu'il y a eu la vague ESG pré-Trump, puis post-Trump, du coup on s'éloigne un peu. Donc les États-Unis sont sortis un peu de tout ça. Donc on a vu par effet de bord d'autres pays sortir. Moins en Europe, on reste toujours assez investi là-dedans et ça se voit même du côté des investisseurs. Donc forcément il y a du marketing. Mais je pense qu'on peut pas faire du 100%. On a des boîtes comme Goodvest, etc. qui essayent, qui font certainement mieux que certains fonds. Selon moi, parce qu'il dédie beaucoup d'énergie là-dedans. Mais encore une fois, ça a un coût, il y a des frais derrière qui sont supplémentaires, et donc ça, il faut le prendre en compte. Puis il y a aussi pour compléter ce que tu dis, je ne sais pas ce que les clients vous demandent ces fonds-là, mais c'est vrai qu'il y a des évolutions aussi. Alors, est-ce qu'on les aime ou on les aime pas? Mais par exemple, la défense, il y a quelques années, avant les questions de l'Ukraine et Iran encore plus, c'était intouchable. C'est-à-dire que c'est comme l'alcool, le tabac, on n'en mettait pas dans ces fonds responsables, ESG, etc. Et on voit que les critères ont changé. C'est-à-dire désormais, dans des fonds ESG, on trouve des valeurs de la défense parce que c'est bien défendu, c'est bien défendu contre des régimes autoritaires. Le discours change aussi quand on se place de l'autre côté en disant si un jour on attaquait, on sera content d'avoir une défense, etc. Et donc, finalement,
finalement, ça remplit comme un rôle social de stabilité, etc. Donc, moi, ça, je suis assez pour, ça me gêne pas. En fait, on peut faire. Ça met un effet de mode aussi, je pense, Ouais, sur aussi. l'exemple de la défense. À l'époque, oui, il y avait par exemple. On peut faire mieux, Tu le vois aujourd'hui. jamais 100%. C'est ça. C'est logique. Hein. Les gens en reparlent parce qu'il y a un conflit, que en fait, ça devient vraiment une question de sécurité de manière générale. Et puis surtout, tu as des globale. 400%. Et c'est puis ça. c'est surtout, voilà, in fine, on va pas se le cacher, hein, pour moi, c'est une question de rentabilité, de perf. Hein. Les mecs se disent, bon, bah, si je vais là-dedans, c'est porteur. Dans tous les cas, c'est un sujet d'actualité, on en a besoin. On va mettre beaucoup de budget là-dedans parce que de toute façon, c'est la sécurité du monde de manière générale. J'ai quoi comme. Moi, j'en ai qui m'en parlent. Après, j'en ai pas encore Ils veulent faire que ça. qui passent le cap. C'est-à-dire qu'il y a encore cette notion de dire bon, il y a de la renta, c'est cool, c'est d'actualité, tout ça. Ouais. Mais pour autant, éthiquement parlant, est-ce que j'ai envie de financer ça? Je sais pas. Non, Et puis après, il y a les boîtes qui sont un peu entre deux. Alors, Total, c'est pas encore le cas, mais c'est encore très fossile. Mais il y a une partie quand même qui se développe. Désormais, le chiffre d'affaires Total, il y a un bon 15% qui est fait sur les renouvelables. Donc, Total investit, rachète des boîtes, etc. dans les renouvelables. Donc, c'est vrai que c'est pour moi, c'est. Certains peuvent dire que c'est effectivement du greenwashing. Je pense qu'il y a une époque, je suis d'accord avec toi, il y a une époque, c'était vraiment du greenwashing complet. Voilà. Aujourd'hui, on voit que moi, je ne vois pas le secteur des renouvelables, par exemple, se développer complètement en dehors. Pour moi, c'est les mêmes acteurs qui, historiquement, ont développé l'énergie fossile parce qu'ils ont des moyens colossaux. En fait, ils ont des capacités, ils sont cotés en bourse, ils ont des investissements. Donc, ils peuvent, eux aussi, développer parce qu'il y a aussi une question d'intérêt, de rentabilité derrière, etc. bien sûr, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des boîtes comme ça qui sont un peu à la frontière. Et alors, on les met pas, après, chacun a ses convictions. Mais c'est vrai que je pense de plus en plus, il y aura de la porosité. Voilà, je pense qu'il n'y aura plus du 100% green et 100%, il y aura un peu de porosité entre les deux. Moi, ça me fait penser aux cryptos, tu vois. C'est beaucoup aujourd'hui les acteurs traditionnels de la finance qui démocratisent les cryptos parce que ils ont la puissance de distribution, ils ont les fonds. Et voilà, on voit les stablecoins avec les banques qui commencent à s'y intéresser. Et pour moi, c'est un peu cette fusion des deux qui va révolutionner et pas la crypto ou la blockchain qui va remplacer. Et peut-être que pour les renouvelables, je sais pas, j'ai pas creusé, mais ça me fait penser à ça, à ce que tu me dis. J'aimerais bien qu'on parle d'allocation maintenant. On avait mis quelques exemples, mais là, je pense qu'avoir une discussion, c'est pas mal parce qu'on a tous peut-être des visions différentes sur. Et on peut pas donner une allocation parfaite parce que ça dépend du profil. Enfin, je pense que vous le savez, vous deux. Profil, et je dirais même. Alors, il y a trois choses pour moi. Il y a le profil en tant que tel, il y a le projet, et il y a la sensibilité. Oui, c'est ça, quelqu'un qui est hyper frileux et qui veut pas voir son portefeuille faire moins 30%, tu vas pas lui dire de tout mettre sur de l'IA, quoi. Mais oui, du coup, sur du géographique versus thématique, on en parlait tout à l'heure, quand on est débutant, peut-être qu'on va être plutôt sur du géographique et un peu moins sur thématique. Je sais pas, quel est votre... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est... Le thématique, encore une fois, c'est la partie dynamique de son portefeuille. Donc, c'est de la niche, quoi. Voilà, et déjà géographique et dynamique en soi, vu qu'on parle d'action, on ne parle même pas d'obligation. Donc, déjà, on est déjà 100% action sur la partie géographique. Donc, effectivement, mieux vaut être diversifié géographique dans la plus grosse partie de son portefeuille et garder le 20%, effectivement, pour l'effet un peu boost, etc. Mais en acceptant aussi les risques associés à ça. Celui qui était renouvelable sur les 20%, par exemple, en 2021, sa poche a diminué de plus de 50%. Donc, c'était que sur du renouvelable, j'entends. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi diversifier le thématique, en fait. Voilà. Dans les 20%, si on peut mettre 5-10 lignes de thématiques assez variées. Tu irais jusqu'à 5-10 lignes. Ouais, parce que les thèmes, tu as quand même pas mal. Tu as infrastructure, tu as les thèmes, effectivement, je pense, terres rares. Moi, un thème que je crois toujours beaucoup, parce que c'est comme ça, c'est les métaux industriels, par exemple. Ça n'a pas flambé comme l'or, on en parlera peut-être après, mais ça n'a pas flambé comme l'or ou l'argent. Tu as toujours besoin d'avoir de l'aluminium, du zinc, des trucs comme ça. Donc, tu peux facilement trouver 5-10 lignes de thématiques. Encore une fois, il n'y a pas de frais associés à ça. C'est les frais de ETF, donc 0,2% de ligne ou 0,2, voilà, c'est juste. Ouais, t'as raison. Après, c'est des fois d'avoir un portefeuille à 10 lignes, si un géographique, et si t'en mets 3-4, c'est vrai que tu peux avoir un portefeuille qui commence à être... Mais le 20% me paraît important. Il faut vraiment pas sauf si on veut prendre un peu de risque, mais le 20% me paraît bien calibré comme poche de risque. Quoi. Comme poche, un point de départ et après ajuster selon, comme tu disais, profil, gestion du risque, projet qu'il y a derrière. Et c'est sûr que si tu t'approches de la retraite, c'est peut-être pas forcément la même allocation que tu auras. Et d'ailleurs, tu seras peut-être pas investi beaucoup en actions. Non, il faut que tu aies sécurisé au fur et à mesure, puis tu te rapproches, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, c'est quoi à partir de quand, j'ai eu pas mal de fois cette question, à partir de quand tu commences à sécuriser 10 ans avant, 15 ans 55 ans par petit palier, quoi, en descendant. Moi, je pense que, tu vois, un mec comme moi, par exemple,
Il le prend pas mal. Hein. Voilà, ouais, je l'attendais. On n'a pas le même âge. Mais moi, tu vois, je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique. Bon, on part du postulat et que nous, on aura une retraite qui sera sûrement plus retardée encore que ce que ça l'est aujourd'hui. Donc je dirais que je pense à proche de mes 50 ans, je vais commencer à faire des arbitrages en réduisant la notion de risque que j'ai. Et je pense que 5 ans avant la retraite, il faut que 100% sécurisé. mon portefeuille soit sécurisé à 90%, 100%, en fonction des cycles de marché. Tu vois, si on est dans un cycle baissier, j'attendrai un petit peu. Mais si on est sur un cycle finalement qui est plutôt bon, enfin pas forcément haut, mais qui veut dire qui suit son cours en hausse, bah pour le coup, je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de sécuriser pour toi, c'est quoi? C'est plutôt des fonds euros, tout ça? Non, pas fonds euros, mais partir sur des choses qui sont beaucoup moins volatiles. Donc ça peut être du fonds obligataire daté sur des choses relativement court terme, du fonds euro, pourquoi pas. Bonifié, tu vois, si tu arrives à jouer un peu avec les unités de compte, toi, que tu as des fonds euros bonifiés, ou tu arrives à choper du 3-4%, allez, 5% max sur du diversifié, du sécuritaire, pourquoi pas du produit structuré à capital garanti. Je te dis, bon, vas-y, je me donne un horizon de 8 ans. 12 ans max, donc tu es dans les clous. Ouais, voilà, exactement, tu vois. C'est plutôt là-dessus et aller chercher une perf entre 3 et 6% par an, grosso modo. Mais je trouve que la vision des 15 ans, c'est ce qu'on disait hier, elle te permet d'avoir fait une erreur. Tu vois, si tu commences à arbitrer, il y a une poche qui... Bon, mais si celle-là, elle est un peu en deçà et que tu peux la laisser un peu vivre, mais que de s'y prendre peut-être trop tard, peut-être 5 ans avant, ou si tu as une fenêtre que de 5 ans, comme tu disais. Bah, disons que tu vois, à 30 ans, ça veut dire que tu as 20 ans de dynamique. Si tu arrives à 50 ans. Et finalement, entre 50 et peut-être 60, 65 ans, en fonction de notre âge de départ qu'on aura à la retraite, bah, tu sécurises et tu réduis ta notion de risque. Donc, tu as quand même une part de dynamique, parce que le temps que tu réduises, tu vas avoir peut-être 5 ans où tu seras quand même encore un peu dynamique. Et peut-être 5 autres années où là, franchement, tu vas commencer à arriver sur du équilibré, puis après plus smooth et du beaucoup plus équilibré, et qui t'est arrivé sur du sécuritaire prudent, tu vois, à la fin. Ouais. Est-ce que ça dépend de la taille de ton... Je me posais la question, tu vois, par rapport à moi, je me disais, bon, ok, si j'approche de la retraite, je dis n'importe quoi, j'ai 2 millions, tu vois, là, ok, je vais sécuriser, mais je vends Snowball, 500 millions, j'ai 500 millions, bah, je pense que je pourrais prendre plus de risques et du coup d'être plus investi. Alors que pour moi, le capital que tu as ne doit pas dépendre du risque que tu prends. Moi, c'était Pour moi, ma méthode, elle serait la même. Parce que les effets de bord, ça sera la même chose. Ouais, mais ça dépend de. Tu auras forcément. Même je suis prêt à perdre. Sur cet exemple de 500 millions, par exemple. Oui, c'est vrai que 500 millions, c'est quoi ça? Mais même si tu prends un exemple, admettons, à 2 millions, pour moi, tu vas calibrer une allocation d'actifs qui va être sécurisée, qui va te permettre d'avoir un rendement sur lequel tu seras capable, pourquoi pas, de faire des rachats programmés qui feront ton revenu, finalement, mensuel ou ton complément de revenu de ta retraite, par exemple. Et ça, tu prendras pas de risque là-dessus. Oui. Tu vas te cantonner à peut-être un truc 3, 4, 5%. Tu auras peut-être de la longévité en termes de période, dans le sens où tu pourras prendre du capital garanti sur du structuré, tu t'en fous que ça soit bloqué. Ouais. Parce que finalement ça court et tu as tes intérêts qui tombent. Et sur une part, je sais pas, moi, c'est peut-être 500 000, tu te diras, bon, mais je suis plus joueur parce qu'en fait, j'en ai pas besoin pour vivre. Ou moi, j'ai des chefs d'entreprise qui vendent leur boîte sur ces profils-là. Et en fait, ils vont réinvestir 500 000, 1 million d'euros sur une autre société, par exemple, parce que s'ils les perdent, en soi, ça ne change pas le cours de la vie. Quoi. Ils ont leur revenu qui est assuré par le capital. Ce qu'on a pu noter, c'est que l'objectif, c'est 500 millions pour Snowball. minimum. Je te souhaite. Donc, si jamais il y a un fonds d'investissement qui me regarde, n'hésitez pas à faire une proposition, mais pas en dessous de 500 millions. Johan@snowball.fr. Je pense qu'on peut s'approcher de la conclusion et peut-être que tu voulais nous parler un peu de la partie technique, mais attends, j'avance un peu. Alors c'est moins pas technique que de se dire, tiens, finalement, des choses un peu pratiques, alors ce graphique là un peu trop... C'est de se dire, aujourd'hui, par exemple, tactiquement, parce que c'est vrai que mon job, c'est de faire l'analyse de marché, donc de dire, voilà, là, il y a des zones qui peuvent être des secteurs un peu chers, d'autres qui sont moins chers. C'est vrai qu'un truc... Attends, avant de commencer, explique-nous un peu l'analyse technique, en quelques mots, en quoi ça consiste. Alors moi, je fais pas l'analyse technique, je fais les deux. Je fais la macro-marché, on appelle ça. Je verrai toujours tous les éléments d'environnement, c'est-à-dire les taux, les banques centrales, les décisions politiques, les mouvements de sectoriels, les décisions, etc. Et puis voir après sur les marchés, typiquement ce genre de... J'aime beaucoup travailler, et justement ça tombe très bien avec le thème d'aujourd'hui, et j'aime regarder les secteurs. Tu vois, le graphique était avant, toutes les ventilations de performance, ça c'était depuis sur 12 mois, tous les secteurs boursiers en Europe.
Donc, Ok. tu as la défense, tu as l'industrie, tu as la pharma, tu as la tech, etc. Donc, je ne vais pas tous les mettre. Mais toi, déjà sur un an, quand tu as ce genre de graphique, tu regardes en bas qui sous-performe, pourquoi, et en haut qui a cartonné et pourquoi. En bas, ceux qui marchent très très mal, le luxe, on va en parler après, Ouais. le secteur auto, voilà, concurrence chinoise. Et en haut, en revanche, ce qui marche très très bien, c'était les banques qui ont cartonné pendant 2-3 ans. Tu as eu les utilities, on en parlait, tout ce qui est services aux collectivités, parce que là, c'est le thème de l'IA également qui est là-dedans. Et toi, dans les graphiques que j'ai mis après, par exemple, le luxe, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit, moi, je vais aller sur le luxe, mais voilà, c'est ça, le graphique peut être plus visuel. C'est de se dire, bon, ok, LVMH, Hermès, on les connaît tous, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui permet d'être exposé au luxe globalement, mais pas que le luxe français, par exemple, le luxe européen. Ce secteur-là, c'est le stock 600. Alors, il a un nom qui n'est pas très vendeur, hein, c'est Personal et Household Goods. Ouais. Mais si tu as un ETF qui se rapproche le plus d'un ETF luxe en Europe, Mhm. c'est celui-ci. Donc là, c'est l'indice sectoriel, mais donc tous les émetteurs, Amundi, BlackRock, ont dérivé ça en créant un ETF, ce qui porte ce nom-là, Personal Household Goods. Donc tu trouves toutes les plateformes, chez IG et ailleurs. Et là-dedans, pourquoi je mets Don Luxe? Parce que le luxe représente plus de 80% de la market cap de ça. Alors, tu as un peu d'Adidas, tout comme ça, droite à gauche, mais le 80%, tu as du Moncler, tu as aussi des boîtes étrangères, mais européennes, mais de le secteur du luxe. Et pourquoi tu regardes les niveaux comme ça techniques? Parce que tu te rends compte que là, tu es sur une vraie zone. Tu es sur une zone, sur ce graphique, Résiste. les anciennes zones, c'est des résistances qui, depuis des années, deviennent des supports. Voilà, donc ça, on n'est pas là pour timer le marché. C'est très dur, parce qu'on sait que c'est le plus dur de timer le marché. Mais par contre, quand tu es sur des zones comme ça d'influence à long terme, tu dis qu'un achat à cet endroit-là ou faire un peu de décès C'est pas un à cet mauvais achat. endroit-là. Voilà, tu peux toujours passer un peu en dessous, mais tu es sur une vraie belle zone qui est plus très chère, qui n'est pas non plus dans les creux du Covid ou autre. Donc, c'est des bonnes zones médianes comme ça pour le DCA, pour des accumulations. Mais là, il nous reste 5 minutes. Moi, juste, j'aurais bien aimé avoir d'avoir des avis de ce qu'on devrait prendre aujourd'hui en ETF thématique. Alors, parce que- il y a ça, mais la réponse du coup à la question sur comment tu Choisi. non, tu ferais à partir de quel moment tu commencerais à sécuriser et de quelle manière tu Ah oui. sécuriserais ton On appelle la réponse capital en d'intervalle. approchant par exemple de la retraite ou sur une construction de vie là-dessus par rapport à un analyste, tu vois. Alors moi, c'est pas tout je rate du tout, justement. Moi, c'est la partie pour le marché. Pour moi, le marché, je suis d'accord tout à fait avec toi, là, le côté âge compte beaucoup, mais c'est vrai que moi je pourrais même pas répondre à cette question, en fait. Tu vois, pour moi, ça va être si tu me dis aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce que tu nous conseillerais et pourquoi quel secteur, quel thème tu nous conseillerais aujourd'hui. J'ai fait une petite shortlist avec le luxe, par exemple, parce que tu vois, des Hermès, des LVMH qui ont beaucoup baissé. Pourquoi aussi? Parce que la Chine, par exemple, va quand même mieux depuis quelques temps. Leurs marchés ont fait des bottoms comme ça, des gros creux très larges. Et c'est des marchés qui ont beaucoup sous-performé. Donc si la Chine va mieux, on sait qu'un des points faibles du luxe qui a fait baisser le VMH, c'est surtout la partie asiatique, en fait. Donc toi, si tu regardes des deux côtés, j'achète de l'Asie, par exemple. Je prends un indice... prends un Hang Seng Tech, par exemple. C'est l'équivalent d'un Nasdaq chinois. Donc, toi, si tu as une bonne idée de thématique, et sectoriel aussi un peu, le Hang Seng Tech, par exemple, qui ne vaut pas encore très cher aujourd'hui. Tu as toutes les belles boîtes de la tech chinoise, toutes les pépites de l'IA, etc., qui sont là-dedans. Et en parallèle, tu reprends du luxe et que tu fais le pari que la Chine va aller mieux. D'accord. Donc, j'achète un peu de luxe. Donc, je prends la tech chinoise et je prends le luxe en parallèle. Les associes. Voilà, je les associe dans une stratégie. Après, tu as d'autres secteurs aussi, les télécoms. Dit comme ça, tu dis, télécom, c'est Nokia, c'est poussiéreux, ça nous ramène 25 ans en arrière. Ouais, mais c'est ça qui est marrant. C'est souvent c'est pour ça que je dis parfois, il faut éviter les effets de mode. Les télécoms, c'est vieillot. Personne n'a envie d'y aller parce que, télécom, ça parle pas beaucoup. L'IA, c'est plus sexy. Pourtant, la partie télécom, c'est des questions de souveraineté. Et on sait que l'Europe doit accentuer ces thèmes-là parce que face à ça, tu as les monstres chinois et américains. Et on a plein de boîtes télécom en Europe qui se diversifient de plus en plus. Si tu j'ai mis un graphique, mais je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais historiquement, c'est un graphique, je vais te montrer, c'est celui-ci. Voilà, télécommunication. Ok. Reste ce graphique à long terme. Donc, il couvre 30 ans. C'est 2000, historique. ça Voilà, c'est la bulle Internet que tu vois en 2000 à gauche. Et regarde derrière ce qui s'est passé. Alors, tu dis, la bulle, on n'y reviendra plus jamais. Voilà, ça stagne. Les bancaires, pendant 10 ans, ressemblaient un peu à ça. C'est-à-dire qu'après la crise des subprimes, ça s'est éclaté pendant des années. Et les bancaires, depuis 2 ans, ça a fait plus de 100% de perf. Donc, je pense que c'est un très bon ETF, ça aussi, à prendre, parce que les multiples de valo sont pas chers. Au pire, si tu restes un peu scotché pendant 2 ou 3 ans, tu as des très bons dividendes là-dedans. Donc, le ETF, n'oubliez pas, Orange, c'est accumulatif. combien de dividendes 10%? Là, tu es à moins de C'est énorme. 5%, 5%, 5-6%. Et tu as là qui peuvent délivrer plus que ça, tu vois, c'est comme les banques. Donc, tu as le dividende, même si tu porotes pendant 2-3 ans, mais tu te prends tes 15% de dividendes sur la période, donc, et les fameux effets composés, etc., qui rentrent là-dedans. Et puis, si tu as des accélérations souveraines, et ça, j'y crois beaucoup, tu vas revenir sur des sommets précédents, pas forcément 2000, mais tu vois les niveaux de 4-5 ans, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont pas très chères, qui sont un peu oubliées de tout le monde, et qui ont, je trouve, du très bon potentiel. Voilà, Luxe, télécom.
Et Suisse après, Télécom, la tech chinoise donc La aussi, tech chinoise, tu l'as dit. et la Chine globalement. Après, j'ai plus tous en tête. Essayez de m'en faire peut-être passer un ou deux si j'en ai oublié un. Secteur auto, alors ça c'est un peu plus spéculatif. Auto Mais, Ok. mais le graphique, si tu peux, juste après, je crois que je l'ai mis là. Voilà, secteur auto. Ok. Parce que tu vois que globalement, ça ressemble un peu au luxe au niveau des niveaux techniques. Pas au niveau des valos, hein, rien à voir. Mais tu vois que en fait, dans tout ce cadre que j'ai mis en rouge, j'ai encadré 5, 6, 7 années même de variation. Le seul moment où on a percé en dessous, c'était tu vois, que ce trou d'air, c'était le Covid. Donc, Ouais. une crise systémique Ouais, absolue. Voilà. Donc là, tu arrives sur une zone basse qui habituellement a été une zone plutôt achetée par les fonds, par ça vaut plus très cher. Hein. Tu as des D'accord. boîtes à 5-6 fois les bénéfices, donc c'est plus énorme. Tu as toujours un gros risque avec la concurrence chinoise, mais là aussi, c'est souverain. Ça, si à un moment donné, tu dis l'Europe laisse tomber son industrie automobile, bah, l'Europe, ça sert à quoi finalement? Tu vois, il y a des vrais sujets comme ça qui se posent, et je pense que là, on est sur un sujet souverain. Donc, ces niveaux-là de cherté, donc très peu cher, plus des besoins d'avoir une industrie qui persiste en Europe, Ouais. quoi qu'il arrive, bah, je pense, les niveaux, D'accord. à 5-6 ans, je pense pas, prends pas masse de risques en achetant ces niveaux-là. Quoi. Il nous reste 1 minute pour clôturer. Je suis désolé, je suis un peu le maître du Non, temps. mais t'as bien raison. Déjà, je vous remercie. Moi, c'était hyper clair. Hyper clair, hyper cool pour le coup, Ouais. hyper agréable à Ouais. écouter. Alors qu'on aurait pu se noyer dans des schémas. Là, franchement, Ils veulent rajouter. ouais, j'ai adoré la session. Merci, Johan. Merci, Merci Alexandre. à tous. Merci à vous. Si vous deviez peut-être résumer un conseil pour les gens qui nous écoutent, donc la session c'était ETF thématique ou géographique, et moi j'entends c'est mais je vous laisse clôturer en 1 minute et je vous remercie encore. Bah, pour commencer, je dirais que bah oui, si on est débutant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ne vous prenez pas trop la tête, commencez par du géographique et peut-être un peu de thématique. De pas dépasser, je sais plus, je crois que c'est Charlie Munger qui disait que avoir entre 10 et 20 lignes max dans son portefeuille, il fallait pas aller au-delà, sinon après on se dilue, etc. Et donc je trouvais ça intéressant que tu dises sur les thématiques de diversifier quand même si c'est sur que 10% de son portefeuille, bah de diversifier parce qu'il y en a peut-être un qui va exploser et du coup qui va amener du rendement, mais il y en aura peut-être d'autres qui vont s'écrouler et puis du coup on se protège un peu comme ça. Et puis le dernier point, bah, c'est juste il faut se lancer quoi. Ouais, c'est vrai. Et pour se lancer, allez-y. C'est maintenant. MSCI World, PEA, je le répète encore, mais je pense Comment que c'est donc que 3 à la limite, hein, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de s'embêter avec ça. Il prend un MSCI World de ETF, il prend un stock 600 Europe pour être sur l'Europe, et il prend un émergent, et Ouais. là-dessus il court. Voilà, Là-dessus, 3 il court lignes, bien, ouais. ça, il est déjà pas mal comme ça. Quoi. Je te laisse clôturer, Alexandre, on te laisse la Ben parole. voilà, c'était là-dessus. Hein. 3 lignes peuvent suffire Ok. si on veut que du géographique et si on veut se faire plaisir de thématique. Voilà, vraiment pas dépasser, quand on est vraiment débutant, pas dépasser 20%. Je pense que c'est capital Ouais. pour la Mais partie c'est top, thématique. tips actionnables, Claire. vous n'avez plus qu'à faire. Merci encore, et Ça. puis nous on se retrouve Merci. dans 10 minutes avec de l'allocation d'actifs avec Tino Hugues. Merci. À de suite. merci tout le monde.